2. Travail, quand vous serez grand, vous pourriez bien être sans emploi. Nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblera le marché de l'emploi en 2050. Il est généralement admis que l'apprentissage automatique et la robotique changeront pratiquement tous les métiers, de la production de yaourts à l'enseignement du yoga. En revanche, les avis sont partagés sur la nature du changement et son imminence. D'aucuns croient qu'en l'espace d'une décennie ou deux seulement, des milliards de gens seront devenus économiquement superflus. D'autres soutiennent qu'à longue échéance l'automation continuera d'engendrer de nouveaux emplois et assurera à tous une plus grande prospérité. Sommes-nous au seuil d'un bouleversement terrifiant ou ces prévisions sont-elles un exemple supplémentaire d'hystérie ludique sans fondement? Il est difficile de se prononcer. La peur que l'automation crée un chômage massif remonte au XIXe siècle et ne s'est jusqu'ici jamais matérialisée. Depuis le début de la révolution industrielle, pour chaque emploi perdu au profit d'une machine, un nouvel emploi a été créé, et le niveau de vie moyenne a connu une croissance spectaculaire. On a pourtant de bonnes raisons de penser qu'il en va autrement cette fois et que l'apprentissage automatique va vraiment changer les règles du jeu. Les êtres humains possèdent deux types de capacités, physiques et cognitives. Par le passé, les machines étaient essentiellement en concurrence avec les hommes dans le domaine des capacités physiques brutes tandis que ceux-ci gardaient un immense avantage en matière de cognition. Pas étonnant que les meilleurs chauffeurs, banquiers ou avocats commettent parfois des erreurs idiotes. Autrement dit, l'IA peut surpasser les humains même dans des tâches censées nécessiter de l'intuition. Si vous demandez à l'IA de rivaliser avec l'âme humaine en termes de pressentiment mystique, cela paraît impossible. Mais si l'IA doit affronter les réseaux neuronaux dans le calcul des probabilités et la reconnaissance des formes, la tâche paraît bien moins redoutable. En particulier, l'IA peut mieux s'acquitter de tâches qui exigent des intuitions à propos d'autres personnes. Beaucoup d'activités, par exemple, conduire un véhicule dans une rue pleine de piétons, prêter de l'argent à des inconnus, négocier une affaire, nécessitent de savoir évaluer correctement les émotions et les désirs d'autres personnes. Les êtres humains étant des individus, il est difficile de les connecter l'un à l'autre et de s'assurer qu'ils sont tous à jour. En revanche, les ordinateurs n'étant pas des individus, il est facile de les intégrer en un seul réseau flexible. Aussi n'assistons-nous pas au remplacement de millions d'individus par autant de robots ou d'ordinateurs individuels. Les individus seront probablement remplacés par un réseau intégré. Quand on réfléchit à l'automation, on a donc tort de comparer les capacités d'un chauffeur à celles d'une voiture autonome, ou d'un médecin particulier à celles d'une IA médicale. Il faut plutôt comparer les capacités d'un collectif humain à celles d'un réseau intégré. Par exemple, beaucoup de conducteurs connaissent assez mal les règles changeantes de la circulation, et sont donc souvent en infraction. En outre, chaque véhicule étant une entité autonome, à l'approche d'un carrefour, les chauffeurs de deux véhicules peuvent se méprendre sur leurs intentions respectives et provoquer un accident. Les véhicules autonomes, au contraire, peuvent tous être connectés les uns aux autres. Lorsque deux d'entre eux approchent d'un carrefour, ce ne sont pas réellement deux entités séparées. Elles font partie d'un seul et même algorithme. Les risques de méprise et de collision sont donc infiniment moindres. Que le ministère des Transports décide de changer certaines règles, tous les véhicules autonomes peuvent être mis à jour au même moment. Sauf bug dans le programme, tous suivront à la lettre la nouvelle réglementation. De même, si l'Organisation mondiale de la santé identifie une nouvelle maladie, ou si un laboratoire produit un nouveau médicament, il est presque impossible de mettre au courant tous les médecins du monde. En revanche, si vous avez 10 milliards d'IA médecins dans le monde, chacune surveillant la santé d'un seul être humain, vous pouvez toutes les mettre à jour en une fraction de seconde, et toutes peuvent se communiquer les unes aux autres leur feedback sur la maladie ou le médicament en question. Ces avantages potentiels de la connectivité et de l'actualisation sont tellement immenses que dans certaines activités, tout au moins, il y aurait du sens à remplacer tous les êtres humains par des ordinateurs, même si, individuellement, certains hommes font encore du meilleur travail que les ordinateurs. Vous pourriez objecter qu'en passant des individus à un réseau d'ordinateurs, nous perdrons les avantages de l'individualité. Par exemple, un médecin qui commet une erreur de jugement ne tue pas tous les patients du monde et ne bloque pas la mise au point de tous les nouveaux traitements. En revanche, si tous les médecins ne sont en réalité qu'un seul et même système, et que celui-ci commette une erreur, les résultats pourraient être catastrophiques. En vérité, toutefois, un système
Informatique intégrée peut maximiser les avantages de la connectivité sans perdre ceux de l'individualité. Vous pouvez exploiter maints algorithmes alternatifs sur le même réseau. Par son smartphone, un patient isolé dans un lointain village de la jungle peut consulter non pas une seule autorité médicale, mais une centaine d'IA médecins différents, dont les performances relatives sont sans cesse comparées. Ce que le médecin IBM vous a dit ne vous plaît pas? Aucun problème. Même si vous êtes échoué sur les pentes du Kilimandjaro, vous pouvez sans mal contacter le médecin Baidu, le moteur de recherche chinois, pour avoir un deuxième avis. Pour la société humaine, cela promet des bénéfices considérables. Les IA médecins pourraient fournir des soins bien meilleurs et moins chers à des milliards de gens, notamment à ceux qui en sont aujourd'hui totalement privés. Grâce aux algorithmes d'apprentissage et aux capteurs biométriques, le villageois pauvre d'un pays sous-développé pourrait bénéficier, par son smartphone, de bien meilleurs soins que l'homme le plus riche du monde, aujourd'hui, dans l'hôpital urbain le plus en pointe. Après tout, les émotions ne sont pas un phénomène mystique, mais le résultat d'un processus biochimique. Dans un avenir pas si lointain, un algorithme d'apprentissage automatique pourrait donc analyser les données biométriques venant de capteurs installés sur votre corps et à l'intérieur, déterminer votre type de personnalité et vos changements d'humeur, puis calculer l'impact émotionnel qu'une chanson, voire une tonalité est susceptible d'avoir sur vous. De toutes les formes artistiques, la musique est probablement celle qui se prête le mieux à l'analyse big data, parce que les inputs et les outputs peuvent être décrits avec une grande précision mathématique. Les inputs sont les configurations mathématiques des ondes sonores, les outputs les configurations électrochimiques des orages neurologiques. En l'espace de quelques décennies, un algorithme passant en revue des millions d'expériences musicales pourrait apprendre à prédire comment des inputs particuliers aboutissent à des outputs particuliers. Imaginons que vous veniez d'avoir une méchante dispute avec votre petit ami. L'algorithme en charge de votre système sonore discernera tout de suite votre agitation émotionnelle intérieure. Se fondant sur ce qu'il sait de vous personnellement et de la psychologie humaine en général, il passera des chansons au diapason de votre humeur et en écho à votre détresse. Ce choix pourrait mal marcher avec d'autres, mais il est parfait pour votre type de personnalité. Après vous avoir aidé à entrer en contact avec les profondeurs de votre tristesse, l'algorithme choisirait la seule chanson au monde qui soit susceptible de vous remonter le moral, peut-être parce que votre subconscient l'associe à un souvenir d'enfance heureux dont vous-même n'avez pas conscience. Aucun DJ humain ne saurait jamais espérer égaler les compétences d'une telle IA. Question aux musiciens et aux DJ. Avec un algorithme, pourtant, cette énigme admet de nombreuses solutions intéressantes. Une option consiste à laisser simplement choisir le client. Libre à vous d'évaluer vos émotions à votre guise. L'algorithme suivra vos dictates. Que vous souhaitiez vous complaire dans l'auto-apitoiement ou sauter de joie, l'algorithme suivra servilement vos directives. En fait, il peut apprendre à reconnaître vos désirs sans même que vous en ayez explicitement conscience. Inversement, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez donner pour instruction à l'algorithme de suivre les recommandations d'un éminent psychologue qui a toute votre confiance. Si votre petit ami finit par vous larguer, l'algorithme peut vous entraîner au fil des 5 stades officiels du chagrin, d'abord en vous aidant à nier ce qui s'est produit en passant Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, puis en attisant votre courroux avec Alanis Morissette, You Oughta Know, en vous encourageant à négocier avec Ne me quitte pas, de Jacques Brel. Si l'art consiste réellement à inspirer, ou manipuler, les émotions, peu de musiciens, voire aucun, auront la moindre chance de rivaliser avec un tel algorithme, faute de pouvoir l'égaler dans la compréhension du principal instrument dont il joue. Le système biochimique. En résultera-t-il du grand art? Tout dépend de la définition de l'art. Si la beauté est dans l'oreille de l'auditeur, et que le client a toujours raison, les algorithmes biométriques ont une chance de produire le meilleur art de l'histoire. Si l'art touche à quelque chose de plus profond que les émotions, et vise à exprimer une vérité qui aille au-delà de nos vibrations biochimiques, les algorithmes biométriques ne feront pas de très bons artistes. Mais la plupart des êtres humains non plus. Pour entrer sur le marché de l'art et évincer de nombreux compositeurs et interprètes humains, les algorithmes ne devront pas tout de suite surclasser Tchaïkovski. Ce ne serait déjà pas mal qu'ils surpassent Britney Spears. Les forces armées américaines ont besoin de 30 personnes pour faire voler au-dessus de la Syrie un drone sans pilote Predator ou Reaper,
tandis que l'analyse de la moisson de renseignements recueillis en occupe au moins 80 autres. En 2015, l'US Air Force manquait de personnel assez qualifié pour tous ces postes et se trouvait donc confrontée à une crise paradoxale d'effectifs dans le secteur de l'aéronautique sans pilote. Le marché de l'emploi de 2050 pourrait ainsi se caractériser par une coopération homme-IA plutôt que par une concurrence. Dans divers domaines, de la police à la banque, des équipes homme-IA pourraient surpasser à la fois les hommes et les ordinateurs. Les hommes n'ont pas cessé de jouer aux échecs en 1997, après que Deep Blue, le programme d'échecs d'IBM, a battu Garry Kasparov. Grâce aux entraîneurs IA, les maîtres humains des échecs sont devenus meilleurs que jamais, au moins pour un temps, les équipes hommes IA, connues sous le nom de. En 2050, cependant, un caissier ou un ouvrier du textile perdant son emploi au profit d'un robot ne pourra guère se reconvertir en chercheur cancérologue ou opérateur de drone ni intégrer une équipe bancaire homme IA. Il n'aura pas les compétences nécessaires. Lors de la Première Guerre mondiale, envoyer des millions de simples conscrits charger les mitrailleuses et mourir par milliers avait du sens. Leurs compétences individuelles importaient peu. Aujourd'hui, malgré la pénurie d'opérateurs de drones et d'analystes de données, l'US Air Force n'est pas disposée à combler les manques par des licenciés de la chaîne de grande distribution Walmart. Qu'une recrue inexpérimentée confonde un mariage afghan avec une conférence au sommet de talibans ne serait pas du meilleur effet. De même, les équipes de Centaur, hommes ordinateurs, se caractériseront probablement par un bras de fer constant entre les deux parties plutôt que de s'installer dans un partenariat à vie. Les équipes composées exclusivement d'êtres humains, comme Sherlock Holmes et le Dr Watson, finissent par former des hiérarchies et des routines qui durent des décennies. En revanche, un détective humain qui fait équipe avec le système informatique Watson d'IBM, devenu célèbre après sa victoire au jeu télévisé américain Jeopardy en 2011, s'apercevra que toute routine est une source de perturbation et toute hiérarchie une invitation à la révolution. Le sous-fifre d'hier pourrait bien devenir commissaire demain. Tous les protocoles et manuels devront être réécrits chaque année. Un examen plus attentif du monde des échecs peut nous éclairer sur le cours des choses à long terme. Certes, plusieurs années durant, après la défaite de Kasparov contre Deep Blue, la coopération homme-ordinateur a prospéré. Ces dernières années, cependant, les ordinateurs ont si bien progressé que leurs collaborateurs humains ont perdu de leur valeur et pourraient bien devenir sous peu totalement inutiles. Le 7 décembre 2017 marque à cet égard un jalon crucial. Non pas la victoire d'un ordinateur aux échecs, c'est de l'histoire ancienne, mais le jour où le programme AlphaZero de Google a vaincu le programme Stockfish 8, l'ordinateur champion du monde des échecs en 2016. Il avait accès à des siècles d'expérience humaine accumulée aux échecs, ainsi qu'à des décennies d'expérience informatique. Il était capable de calculer. Par voie de conséquence, créer de nouveaux emplois et reformer les gens pour les exercer ne sera pas un effort unique. La révolution de l'IA ne sera pas une ligne de partage des eaux après quoi le marché de l'emploi retrouverait un nouvel équilibre. On assistera plutôt à une cascade de perturbations toujours plus grande. D'ores et déjà, peu d'employés peuvent espérer faire le même travail toute leur vie. En 2050, l'idée d'un « emploi à vie », mais aussi l'idée même d'une « profession à vie », pourrait bien nous paraître antédiluvienne. Même si nous pouvions constamment inventer de nouveaux emplois et reconvertir la main-d'œuvre, l'homme moyen aurait-il l'endurance émotionnelle nécessaire à une vie de perpétuel bouleversement? Le changement est toujours stressant, et le monde trépidant du début du XXIe siècle a produit une épidémie mondiale de stress. L'instabilité du marché du travail et des carrières personnelles augmentant, les gens sauraient-ils faire face? Probablement aurions-nous besoin de techniques de réduction de stress bien plus efficaces, des médicaments à la méditation en passant par le neurofeedback, afin d'empêcher l'esprit humain de craquer. De fait, ordinateurs et algorithmes commencent déjà à fonctionner comme clients, et plus simplement comme producteurs. À la bourse, par exemple, les algorithmes deviennent les premiers acheteurs d'obligations, d'actions et de marchandises. De même, dans la publicité, le client le plus important est un algorithme, l'algorithme de recherche de Google. Les pages web sont conçues en fonction des préférences de cet algorithme plutôt que de celles d'un être humain. À l'évidence, les algorithmes n'ont pas de conscience. À la différence des consommateurs, ils ne peuvent jouir de leurs achats.
Leurs décisions ne naissent pas de sensations ou d'émotions. L'algorithme de recherche de Google ne savoure pas une glace. En revanche, les algorithmes sélectionnent sur la base de calculs internes et de préférences intégrées, et ces dernières façonnent de plus en plus notre monde. L'algorithme de recherche de Google possède un goût très raffiné quand il s'agit de classer les pages web des vendeurs de crème glacée. Ceux qui réussissent le mieux sont ceux que l'algorithme de Google classe en premier, pas ceux qui offrent le produit le plus délectable. Nous devrions nous focaliser sur les besoins fondamentaux des gens et protéger leur statut social et leur amour-propre. Un nouveau modèle qui retient de plus en plus l'attention est celui du revenu de base ou revenu universel. Il s'agit de taxer les milliardaires et les sociétés qui contrôlent algorithmes et robots, et de se servir de cet argent pour distribuer à chacun une généreuse allocation lui permettant de couvrir ses besoins fondamentaux. Cela prémunira les pauvres contre la perte d'emploi et les perturbations économiques tout en protégeant les riches de la colère populiste. Une idée apparentée serait d'élargir la gamme des activités humaines considérées comme des emplois. Des milliards de parents s'occupent de leurs enfants, les voisins veillent les uns sur les autres, les citoyens organisent des communautés, sans qu'à aucune de ces activités ne soit reconnue la qualité d'emploi. Peut-être devons-nous changer d'optique et considérer que s'occuper d'un enfant est sans doute la tâche la plus importante et exigeante du monde. Dès lors, il n'y aura pas de pénurie de travail quand bien même les ordinateurs et les robots remplaceraient tous les chauffeurs, les banquiers et les avocats. Toute la question est bien entendu de savoir qui évaluerait et financerait ces nouveaux emplois homologués. Les bébés de 6 mois ne verseront naturellement pas de salaire à leur maman, et l'État devra probablement le prendre en charge. Et si nous voulons que ces salaires couvrent en totalité les besoins fondamentaux de la famille, il en résultera finalement un système qui n'est pas très différent du revenu universel. Inversement, les pouvoirs publics pourraient financer non pas un revenu de base, mais des services universels de base. Au lieu de distribuer l'argent aux individus, qui font ensuite leurs achats à leur guise, ils pourraient financer la gratuité de l'enseignement, des soins médicaux, des transports, etc. Telle est, de fait, la vision utopique du communisme. Si le projet communiste de révolution prolétarienne pourrait bien être périmé, peut-être devrions-nous chercher à atteindre le but communiste par d'autres moyens? Qu'il vaille mieux assurer aux gens un revenu de base universel, le paradis capitaliste, ou des services de base universels, paradis communiste, prêt à discussion. Les deux options ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais qu'importe le paradis choisi, le vrai problème est de définir ce que signifie « universel » et « de base ». Qu'est-ce qui est universel? Quand les gens parlent de soutien de base et universel, sous la forme d'un revenu ou de service, ils entendent généralement un soutien de base national. Jusqu'ici, toutes les initiatives en matière de revenu universel sont restées strictement nationales ou municipales. En janvier 2017, la Finlande a engagé une expérience sur 2 ans, offrant à 2000 chômeurs une somme de 560 € par mois, qu'ils trouvent du travail ou non. De semblables expériences sont engagées dans la province canadienne de l'Ontario, à Livourne en Italie ainsi que dans plusieurs villes hollandaises. En 2016, la Suisse organisa un référendum sur l'institution d'un revenu de base national, mais les électeurs rejetèrent l'idée. Le problème de ces dispositifs nationaux et municipaux est cependant que les principales victimes de l'automation ne vivent sans doute pas en Finlande, dans l'Ontario, à Livourne ou à Amsterdam. La mondialisation a rendu la population d'un pays totalement dépendante des marchés d'autres pays, mais l'automation pourrait bien démailler de larges pans de ce réseau du commerce mondial, avec des conséquences désastreuses pour les maillons les plus faibles. Au XXe siècle, les pays en voie de développement manquant de ressources naturelles ont surtout accompli des progrès économiques en vendant le travail bon marché de leurs ouvriers non qualifiés. Aujourd'hui, des millions de Bangladeshis gagnent leur vie en produisant des chemises vendues aux consommateurs des États-Unis, tandis que les habitants de Bangalore travaillent dans des centres d'appel traitant les doléances de la clientèle américaine. Avec l'essor de l'IA, des robots et des imprimantes 3D, le personnel non qualifié et bon marché devrait perdre beaucoup de son importance. Plutôt que de fabriquer une chemise à Dhaka puis de l'expédier aux États-Unis, vous pourriez acheter en ligne sur Amazon le code de la chemise et l'imprimer à New York. Les boutiques Zara et Prada de la 5e avenue pourraient bien être remplacées par des centres d'impression 3D à Brooklyn. Certaines personnes pourraient même disposer d'une imprimante à domicile. De même,
Au lieu d'appeler un service client à Bangalore pour se plaindre de votre imprimante, vous pourriez discuter avec une IA représentative du cloud de Google, dont l'accent et le ton de la voix sont adaptés à vos références. Les ouvriers et opérateurs des centres d'appel qui se retrouveront au chômage à Dhaka ou à Bangalore n'ont pas l'éducation nécessaire pour passer à la conception de chemises élégantes ou écrire des codes informatiques. Comment survivront-ils si l'IA et les imprimantes 3D prennent effectivement la relève des Bangladeshis et des Bangaloriens? Les revenus affluant jusque-là vers l'Asie du Sud empliront désormais les coffres d'une poignée de géants de la tech en Californie. Au lieu d'une croissance économique améliorant les conditions à travers le monde, nous pourrions voir la création d'une immense richesse nouvelle dans les centres high-tech tels que la Silicon Valley, et l'effondrement de nombreux pays en voie de développement. Bien entendu, certaines économies émergentes, dont l'Inde et le Bangladesh, pourraient avancer assez vite pour rejoindre l'équipe gagnante. Si on leur en donne le temps, les enfants et petits-enfants des ouvriers du textile ou des opérateurs de centres d'appel pourraient bien devenir les ingénieurs et entrepreneurs fabricants et possédant ordinateurs et imprimantes 3D. Mais du temps pour cette transition, il en reste peu. Par le passé, la main-d'œuvre non qualifiée et bon marché était une passerelle sûre enjambant la fracture économique mondiale. Même si un pays avançait lentement, il pouvait espérer finalement trouver la sécurité. Prendre les bonnes mesures importait davantage que faire des progrès rapides. Or, le pont est aujourd'hui branlant et pourrait bientôt s'écrouler. Ceux qui l'ont déjà franchi, s'élevant de la main-d'œuvre bon marché aux industries hautement qualifiées, s'en sortiront probablement. Les retardataires pourraient bien se retrouver embourbés du mauvais côté du fossé, sans moyen de le traverser. Que faire quand personne n'a besoin de vos travailleurs non qualifiés et bon marché, et que vous manquez de ressources pour construire un bon système éducatif et leur apprendre de nouvelles compétences? Ou l'humanité sera-t-elle divisée en deux castes biologiques différentes, avec des surhommes riches jouissant de capacités qui dépassent de beaucoup celles des Homo sapiens pauvres, quelle que soit la définition choisie des besoins humains fondamentaux? Du jour où ils seront satisfaits gratuitement pour tout le monde, ils passeront pour acquis. Les compétitions sociales et les luttes politiques acharnées se focaliseront sur les produits de luxe non fondamentaux. Voitures chic autonomes, accès aux parcs de réalité virtuelle ou corps améliorés par le génie biologique. Reste que, si les masses sans emploi ne commandent aucun actif économique, on voit mal comment elles pourraient jamais espérer obtenir ces produits de luxe. Dès lors, l'écart entre riches, les patrons de Tencent et les actionnaires de Google, et pauvres, ceux qui dépendent du revenu de base universel, pourrait non seulement se creuser mais devenir effectivement infranchissable. Pour atteindre réellement ces buts, le soutien de base universel devra être complété par des activités qui aient réellement du sens, des sports à la religion. Peut-être est-ce en Israël qu'a été conduite l'expérience la plus réussie sur la manière de mener une vie satisfaite dans un monde post-travail. Environ 50% des hommes juifs ultra-orthodoxes ne travaillent jamais. Ils passent leur vie à étudier les saintes écritures et à accomplir des rituels religieux. Si eux et leurs familles ne meurent pas de faim, c'est, pour une part, que souvent les femmes travaillent, mais aussi que le gouvernement leur offre de généreuses allocations et des services gratuits, veillant à ce qu'ils ne manquent pas du minimum vital. C'est le soutien de base universel avant la lettre. Tandis que les robots et l'IA chassent les humains du marché de l'emploi, on pourrait bien voir dans les juifs ultra-orthodoxes le modèle de l'avenir plutôt qu'un fossile du passé. Non que tout le monde veuille se faire juif orthodoxe et fréquenter une yeshiva pour étudier le Talmud. Dans la vie de tous, cependant, la quête de sens et de communauté pourrait éclipser la recherche d'un emploi. Si nous réussissons à associer un dispositif de sécurité économique universel à des communautés fortes et des activités riches de sens, perdre notre emploi au profit d'algorithmes pourrait bien être une bénédiction. Perdre la maîtrise de notre vie est cependant un scénario bien plus effrayant. Plus que du chômage de masse, nous devrions nous inquiéter du glissement de l'autorité des hommes aux algorithmes, lequel risque de détruire le peu de foi qui subsiste dans le récit libéral et d'ouvrir la voie à l'essor de dictatures digitales. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir encore plus de contenu. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque audio audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par l'IA.